Donc, nous sommes en retransmission sur Facebook Live et nous pouvons donc commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition 2022 de la Nuit des idées organisée par l'Institut français d'Espagne à Saragosse, en collaboration avec Etopia, Centro de Arte y Tecnología, ici à Saragosse. Comme la majorité d'entre vous le saura, la Nuit des idées, c'est une initiative de l'Institut français de Paris qui nous invite en tant que lieu de culture et de savoir situé en France et sur les 5 continents à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs. Cette année, la thématique Reconstruire ensemble nous invite à réfléchir autour de thématiques comme la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, ainsi que la mobilisation des sociétés civiles. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de compter sur la participation de deux pointures dans le milieu du numérique, Daniel Sarasa Funes et Simon Chignard. Bonsoir et bienvenue. Daniel Sarasa Funes, je vais commencer avec vous. Vous êtes le directeur de la Fondation Zaragoza Ciudad del Conocimiento, ici à Saragosse. Vous dirigez le Centre d'art et technologie Etopia. Vous présidez également le groupe de données EuroCities, le groupe de travail sur les données EuroCities. Et vous êtes aussi auteur du blog d'innovation urbaine ubiquity.com. Vous venez d'ailleurs de publier le livre Ciudad Abierta, Ciudad Digital. Donc, pour ceux que ça intéresse, le livre vient d'être publié. Simon Chignard, vous êtes, vous, expert en data numérique. Vous avez travaillé sur la mission Etalab de 2015 à 2021, mission au cours de laquelle vous avez contribué à la mise en place de la politique de la donnée publique en France et qui a été reconnue comme l'une des plus avancées d'Europe par la Commission européenne. Vous êtes également professeur à Sciences Po Paris et auteur de deux livres, Open Data, publié en 2012, et Datanomics, publié en 2015. Donc, bienvenue et merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté donc, notre invitation à participer à cet échange ce soir, à l'occasion de la Nuit des idées et autour de la problématique réparer les villes avec le numérique. Nous allons donc réfléchir autour de cette question ce soir avec nos deux invités. Ce dialogue durera approximativement 45 minutes et sera suivi d'un temps d'échange avec le public. Si vous souhaitez donc poser des questions, vous pourrez le faire à la fin du dialogue, soit à travers le chat, donc ici pour ceux qui sont connectés sur Zoom, en commentaire sur Facebook. Et si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas également à le faire donc, à la fin de cette rencontre. Je cède maintenant la parole à ma collègue Oriane Schreiber, assistante culturelle et de communication de l'Institut français d'Espagne à Saragosse. Merci Marine. Donc, je vais tout de suite lancer la première question que Daniel et Simon vont discuter, à savoir les impacts de la pandémie sur les villes pendant cette période difficile que nous avons vécue. Et je cède donc la parole à nos deux invités. Bon, merci Oriane, merci Marine, merci à l'Institut français de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir de nous joindre sur ces débats. Merci Simon aussi, notre invité français. Donc, je pense Oriane que la question est assez pertinente parce que nous avons vécu la pandémie dans les villes comme une véritable tragédie sanitaire et puis économique et pourquoi pas sociale. C'est vrai que devant ou derrière le problème sanitaire se cachent des problèmes de connectivité numérique et aussi sociale. On a vu par exemple les impacts de la pandémie dans le milieu éducatif. C'est vrai que la plupart de nos enfants, ils ont pu suivre les leçons en ligne, mais c'est vrai aussi qu'il y avait des gens, ça a révélé qu'il y avait des familles qui n'étaient pas du tout préparées, qui n'avaient pas les conditions pour le faire, n'avaient pas les moyens, ni le réseau, ni les terminaux, ni l'environnement dans la maison pour le faire. Donc, ça a été une question assez dure, une question avec un effet qu'on ne connaît pas encore et que probablement on ne connaîtra
qu'au fur et à mesure, le temps passe et on peut mesurer le problème éducatif d'une génération qui a perdu des classes, etc. Après, nous, on a aussi vécu le problème au niveau de commerçants locaux, qui étaient déjà pas mal affectés par des phénomènes globaux comme le commerce en ligne, le commerce électronique, les changements des habitudes d'achat, des structurations au niveau de famille, les horaires de travail, etc. Et au-dessus de ça, il y arrive la pandémie. Donc, voilà. Très probablement, ça a été un coup assez dur pour eux. Et ils ont été obligés de fermer. Et ça a généré une crise aussi au niveau économique. Donc, je pense qu'on aura le temps. Ça c'est un peu le problème. Et on aura le temps aussi d'en discuter sur les solutions, hein, et sur des stratégies que les villes ont mises en place. Et dont le numérique, je pense, que joue un rôle assez important. Donc, je ne sais pas, Simon, Oui, alors comment vous avez vécu ça en France? Tout à fait, je vais me permettre de compléter. Je partage largement les idées et les points de vue évoqués par Daniel. D'abord, vous remercier pour cette invitation. Je suis ravi donc de pouvoir participer à distance, donc à la nuit des idées. Fortiori sur ce thème, avant de répondre à la question des impacts de la pandémie sur la ville, a fortiori sur ce thème de réparer avec le numérique ou reconstruire avec le numérique. Parce que je vous avoue, quand moi j'ai reçu le thème avec l'invitation, j'ai trouvé ça assez original parce que très souvent, il faut bien avouer qu'on accuse beaucoup le numérique de détruire beaucoup de choses, de détruire les relations, de détruire le débat public. On parle beaucoup de désinformation, de fake news. Voilà, on a beaucoup ces éléments-là. Donc, c'était assez étonnant de voir un décalage en disant, on ne va pas accuser le numérique de détruire des choses, mais aussi de réparer ou peut-être de reconstruire. Donc ça, c'était un peu un propos introductif. Pour répondre à la question directement d'Oriane sur les impacts de la pandémie sur les villes, je pense que Daniel a effectivement cité un certain nombre d'impacts plutôt négatifs. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette crise, alors on va discuter aussi peut-être d'impacts un peu positifs, des choses qu'on a vues arriver qui étaient positives, mais c'était avant tout que peut-être que ça remettait en cause même la notion même de ville. Ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, il y a toujours eu un avantage à la concentration urbaine. C'est-à-dire que, sans revenir sur des siècles et des siècles, le développement économique, l'attractivité, elle se déroule plutôt autour des villes. Et d'ailleurs, les projections qu'on a aujourd'hui des Nations Unies, par exemple, disent qu'il y aura et continuera à y avoir d'ici 30 ans, 40 ans ou 50 ans, de plus en plus de monde, d'habitants dans le monde qui habiteront dans des villes. Donc, la concentration urbaine, elle a toujours été présente et c'est toujours un phénomène qui poursuit. Or là, directement, ce qu'on a vu, c'est que les endroits qui ont été d'abord frappés par la pandémie, c'est justement les villes. Et c'est justement en raison même de la concentration. C'est parce que on se fréquente les uns les autres, qu'on sort dans des bars, dans des cafés, qu'on prend des transports publics, qu'on se rend dans des centres commerciaux, que la pandémie se diffusait plus rapidement. Les taux de diffusion n'étaient pas du tout les mêmes dans des zones plus rurales ou moins urbanisées. Et ça m'a beaucoup frappé, moi, ça, en 2020. Je crois que c'était en mars ou avril 2020. Le maire de New York, Andrew Cuomo, qui a changé depuis, qui a démissionné depuis, mais le maire de l'époque qui avait écrit le niveau de densité de New York est devenu destructeur. Et en disant, à l'avenir, il faudra réfléchir sur ça. Donc, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très particulier de se dire, finalement, les raisons mêmes qui font que les villes sont des villes et qu'elles sont attractives, qu'on y trouve de l'emploi, qu'on y trouve une offre culturelle ou autre, c'est les mêmes raisons qui font que c'est là que la pandémie se développe. Donc ça j'allais dire, je rajoute une pierre supplémentaire déjà au bilan un peu sombre qu'a tracé Daniel. Mais au même moment, et là je viens peut-être sur des choses plus positives, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point on a vu des réponses que je qualifierais d'agiles. C'est-à-dire que on a vu des choses qui d'un seul coup, et je crois que Daniel a pu aussi le voir où il participait à Saragosse, on a vu que des choses étaient possibles qui ne l'étaient pas auparavant.
Je prends quelques exemples. Par exemple, dans l'aménagement des villes, il a beaucoup été question de l'urbanisme tactique. C'est quoi l'urbanisme tactique? Ce terme de tactique, en gros, vous le comprenez bien, c'est opposé à stratégique. La stratégie, c'est ce que font toutes les villes, de la planification urbaine. Je réfléchis à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, voire à 30 ans. La tactique, c'est je fais aujourd'hui, quoi. Voilà, je ne fais pas des grands plans, j'essaye de faire aujourd'hui. Un exemple typique d'urbanisme tactique, ça a été l'adaptation dans beaucoup de villes d'espaces, par exemple, pour des pistes cyclables. Où on a créé des pistes cyclables de toutes pièces très rapidement. Ça a été par exemple le cas. Alors, je pense que c'est beaucoup plus vrai en France qu'en Espagne, parce qu'en Espagne, vous avez déjà une tradition, j'allais dire, d'occupation de l'espace public, mais en France, il y a eu des permissions accordées aux bars et aux restaurants de déployer des terrasses à la place de stations, de places de parking, de stationnement. Vous voyez, c'est autant de choses un petit peu comme ça, de réponses très agiles. Et je trouve que ça raconte aussi quelque chose au sens où la crise, ça peut être aussi été un champ ou un moment d'expérimentation. Et je crois que Daniel, c'est aussi des choses peut-être que sur Saragosse, cette notion un petit peu de moment d'expérimentation, un peu de... Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, on a vécu ça devant la mairie, enfin, dedans la mairie, comme une époque où certaines régulations n'étaient plus valables. Donc, dans le secteur public, on est très contraint par les régulations. Et c'est vrai que pendant la pandémie, soudain, tout était possible. Et ça, cet esprit de start-up, on va dire, nous a permis aussi de penser le projet, de penser le tactique. J'allais parler de stratégie, mais c'est vrai, tu as raison, c'est plutôt tactique, d'une façon totalement, comme on dit les Anglais, out of the box, totalement différent, totalement latéral. Donc ça a été bien. J'étais en train de réfléchir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le moteur de la concentration urbaine. Pourquoi les gens, historiquement, ont parti de le milieu rural vers les villes? Alors, c'est la recherche de la prospérité qui a mené cette grande migration depuis toujours, hein, et qui, dans les années, dans l'année 21, a atteint son pic. Donc, il y a un scientifique des données qui s'appelle Geoffrey West, qui travaille d'abord pour l'Institut de Santa Fe aux États-Unis. Bon, il a étudié beaucoup de données, parce qu'on parlait du numérique, hein, donc il a étudié beaucoup de données de beaucoup de villes. Il est un biologue, hein, il n'est pas urbaniste. Donc, il a étudié que quand on part à une ville qui a le double d'habitants, les opportunités, les choses qui nous arrivent augmentent dans 20%. Et ça, c'est valable aussi pour les salaires que pour la probabilité d'avoir d'être pris par le virus. Hein? Donc, c'est un 20% plus de possibilités de trouver la bonne couple et un 20% de possibilités de plus d'être volé dans la rue. Donc, c'est une intéressante propriété de ville. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a aussi le problème de la pandémie devant. Donc, et pour le tactique aussi, c'est intéressant parce que on a vu beaucoup des épidémies. Je me rappelle, par exemple, comme le fameux épidémie du choléra à Londres était un de phénomènes qui on commente quand on essaye de voir l'importance du open data, hein, parce que à un moment donné, quelqu'un a décidé de situer dans une carte tous les puits, hein, tous les prises d'eau, et ils ont vu que le cas du choléra dans la ville, je
je ne me rappelle plus, c'était Londres ou en ville anglaise. Oui, c'était Londres. Ville anglaise. C'était Londres. Bon, il y a une grande concentration de cas de maladies autour de ces sources d'eau. Donc, ils sont vus un peu. Ça a commencé un peu l'intérêt à mettre dans une carte les différents éléments de la ville. Donc, nous, on a vu ici à Saragosse, par exemple, que la ville cherchait des tactiques pour se remettre de la pandémie. Et c'est ça que les villes ont fait depuis toujours. Hein. Les murailles, c'est une réponse à l'insécurité dans le Moyen Âge, après l'Empire romain, et le réseau des eaux courantes ici en Europe, c'est une réponse contre les différentes maladies. Et ici, on a vu comme les terrasses dans la rue, le bar éteigné de terrasses partout, en prenant de places de parking qui étaient intouchables avant de la pandémie. Hein. Et c'était un phénomène vraiment intéressant. Pour nous aussi, dans le secteur public, on a pu faire des trucs au niveau de gestion d'argent, etc., qui n'étaient plus permis avant. Donc, ça a été intéressant. Et c'est comme ça, c'est dans cet esprit d'urbanisme numérique tactique que, par exemple, l'application Volveremos, on va retourner, on va rentrer. On va revenir. Voilà, on va revenir. A été mise en place avec cet esprit de guérilla. Je pense qu'on aura le temps d'en parler après, mais oui, c'est un moment, je pense, intéressant, excitant pour y faire des politiques publiques. Alors, je me permets d'intervenir puisque ça rentre effectivement dans le premier axe qu'on aborde, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mis en place de manière numérique pour aider à ce rebondissement des villes et à cette résilience, et notamment au niveau des plateformes et au niveau de la participation des citoyens pour continuer en fait à pouvoir développer les villes et à pouvoir résister justement à cette pandémie et toutes les conditions et les mesures qui ont été mises en place et qui ont pu freiner cette dynamique urbaine. Alors peut-être qu'on peut citer pas mal de choses. Je pense que Daniel pourrait nous parler de Volveremos dont on parlait là, c'est vrai. Alors moi, je peux juste, avant que Daniel en parle sur Saragosse, donc moi j'habite à Rennes, en Bretagne. Et on a vu, c'est vrai, comme partout dans beaucoup de métropoles françaises, hein, se développer plein aussi d'initiatives très localisées. Ça va être des groupes Facebook entre voisins. Ça va être, voilà, on sentait bien qu'il y avait quelque chose autour de ça, autour du retour du local, choses comme ça. Je pense que ce que la pandémie, elle a mis aussi en lumière, ce dont finalement, c'est l'idée, et alors je vais essayer de l'expliciter le plus clairement possible, mais les villes, c'est des lieux d'infrastructure. Et il y a plein d'infrastructures partout. Alors bien sûr, quand on dit une infrastructure, on pense aux routes, on pense à des équipements publics, on pense à l'eau, on pense à l'énergie, on pense à plein de choses comme ça, ou à l'Internet, c'est une infrastructure aussi. La particularité de tout ça, c'est que c'est complètement invisible. Et c'est le jour où ça s'arrête qu'on se rend compte qu'il y avait une infrastructure. Et je crois que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est aussi qu'en fait, il y a plein de petits morceaux de cette infrastructure, ne serait-ce que, d'un seul coup, on n'avait plus le droit de sortir de chez soi longtemps, donc finalement, on ne pouvait plus aller faire des courses très loin, il fallait les faire à proximité, ou alors c'était devenu impossible de commander telle ou telle chose parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes, et ainsi de suite. C'est d'un seul coup toute cette infrastructure qui est très invisible, qui a été rendue visible un peu par la pandémie. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup frappé autour de cet élément-là. Mais Daniel, je crois que justement, avec Volveremos, il y avait aussi ces idées un peu de dire on peut utiliser le numérique pour recréer du local, et peut-être que ça vaudrait le coup de le détailler. Tout à fait. Et cette question de l'invisibilité des infrastructures numériques, c'est une question qui me rappelle à mes débuts dans la profession. Je suis ingénieur télécom par formation.
je me rappelle d'avoir passé une bonne partie de ma carrière dans des trous. Je me rappelle, par exemple, il y a une centrale téléphonique au centre de Paris, dans le quartier du Marais, qui s'appelle Turbigo. Donc, derrière ces jolis noms, se cache un endroit avec, où j'ai travaillé dans l'étage -7, sans réseau. Je branchais des câbles pour que les gens du Marais avaient du ADSL à l'époque et de la fibre optique, etc. Je me sentais comme ces fameuses chansons de Serge Gainsbourg, Les Poinçonnaires de Lilas, le gars qui travaillait dans son trou en faisant de petits trous, hein, et il sortait à 10 heures la nuit, tout était obscur, etc. Enfin, nous, les ingénieurs télécoms, faisaient ça. On travaillait dans l'invisibilité, dans des trous, et en attendant qu'une petite lumière verte s'allumait pour fermer l'ordinateur et rentrer à la maison. Donc, à mesure qu'on allumait des petites lumières vertes autour de la planète, surtout dans les villes, 15 ans après, les gens qui étaient dans les confinements ont pu voir Netflix, ont pu se connecter avec le famille, ont pu accéder, ont pu suivre les classes, les leçons en ligne, etc., etc. Donc, cette question de visibilité qui est aussi liée à une certaine mauvaise réputation du numérique, parce que derrière l'infrastructure, il y a le grand géant de plateformes numériques qui se sont mis dessus et qui ont branché leur algorithme, leur grand cerveau numérique pour l'utiliser, pour nous vendre, pour nous convaincre, pour changer notre avis politique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine mauvaise réputation et une complète invisibilité de ces infrastructures. Alors, sur ce travail de plusieurs années, on a pu construire assez rapidement des apps, avec le seul limite, la créativité de gens de différentes villes, de différentes équipes. Nous, ici à Saragosse, on a construit le système Volveremos. C'est un système très simple pour promouvoir l'achat dans le petit commerçant. Et ça fonctionne de la même façon qu'une carte fidélité chez Decathlon ou chez n'importe quelle chaîne. On va chez les petits commerçants, on achète et on gagne des points qu'on peut, c'est de l'argent qu'on peut dépenser dans notre prochain achat. Donc ça crée une boucle virtuelle d'achat, les gens reviennent, etc. Et ça permet avec un investissement qui n'arrive pas à 5 millions d'euros pour l'année 2021, ça a mobilisé 37 millions d'euros dans le commerce local. Jusqu'au moment du Black Friday, qui était typiquement un phénomène très lié à la grande surface, et que par la première fois, ici à Saragosse, ça a permis de petits commerçants d'avoir une partie du gâteau, une bonne partie du gâteau, parce que plus de 2 millions d'euros ont été dépensés par les gens à travers l'app Volveremos. C'est un exemple de choses qu'on peut faire. J'insiste, avec une infrastructure solide, créée tout au long des années. Et j'aimerais demander du coup à Simon si des applications similaires ont été créées en France et notamment à Rennes, où vous résidez, qui sont similaires à Volveremos, justement. Alors, exactement similaire, il y en a peut-être, mais en tout cas, je n'en connais pas. Par contre, je sais qu'il y a eu effectivement sur Rennes, et c'est un projet qui est toujours
en développement un projet qui s'appelle Ça reste ouvert et qui vise à constituer justement une base de données de tous les commerces de proximité. Parce que c'est vrai qu'il faut bien voir, et je crois que Daniel l'a bien illustré, face à des grandes plateformes, à un moment donné, il y a un enjeu aussi pour des petits commerçants, a fortiori quand c'est des commerces indépendants. Parce que quand vous faites partie d'une grande chaîne de commerce, la grande chaîne, elle est capable, on citait Decathlon ou autre, elle est capable de vous apporter toute l'assistance nécessaire. Quand on parle de petits commerçants, voilà, ça permet d'être visible, d'être rendu visible. Voilà. Et ça, c'est des choses, un projet comme Ça reste ouvert, ça peut y participer. Après, si je rebondis sur autre chose, peut-être, Oriane, si je me permets, parce que Daniel a commencé à discuter un petit peu des plateformes et l'impact des villes, des plateformes ou autres. Je pense qu'il s'est passé des choses très intéressantes aussi, et ça date pas de la pandémie, c'est plus vieux que ça. C'était que pendant très longtemps, on a eu tendance à faire une distinction classique qui était entre il y a ce qui est réel et ce qui est virtuel, avec l'idée que il y a ce qui se passe dans nos rues, dans nos vies, et puis il y a ce qui se passe en ligne, et ce qui se passera en ligne n'aurait que peu de rapport avec ce qui se passe en vrai. D'accord? Et ce schéma-là de réel versus virtuel, ça va aller sur plein de choses, ça va aller sur l'éducation, ça va aller sur les rencontres amoureuses, ça va aller sur les réseaux sociaux, ça va aller sur plein de choses, de dire c'est pas la même chose finalement. Et ce qu'on a quand même vu, et ça a commencé avant la pandémie, c'est que finalement, le virtuel, il était bien réel, il avait bien des impacts. Je vous donne juste un exemple, il y a peut-être une bonne dizaine d'années de ça, on a commencé à voir apparaître des apéros Facebook. Je ne sais pas si en Allemagne, il y en a eu beaucoup, en Espagne ou en Allemagne, il y en a eu beaucoup, mais en France, il y en a eu pas mal. Et d'un seul coup, les autorités locales, les collectivités se sont dit, mince, mais il y a 400 ou 500 personnes qui se donnent rendez-vous à un endroit donné pour prendre l'apéro dans la rue. Avec toutes les problématiques que ça posait, que c'était pas encadré, que c'était autorisé ou pas autorisé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, et ça, on l'a vu en fait puissance 100, c'est-à-dire que on pouvait imaginer, par exemple, de dire, un Amazon, ok, mais ça c'est de la vente en ligne, ça n'a pas d'impact sur le commerce vraiment physique. Si, ça a des impacts. De la même manière, toutes ces voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est ce rapport là entre des plateformes qu'on imagine être en ligne et avec pas de rapport avec la vraie vie, et puis finalement leur impact sur le territoire. Et ce que je dis là est aussi vrai, par exemple, dans le domaine de l'hébergement. Il y a beaucoup de villes qui commencent, et pour le coup, en Espagne, Barcelone, et pas qu'en Espagne, en Europe d'ailleurs, Barcelone est à la pointe sur ces questions-là de régulation d'Airbnb. Voilà, il y a des choses qui se décident en ce moment de dire, voilà, on essaye de limiter l'impact que ces plateformes en ligne peuvent avoir sur nos villes et sur nos vies quotidiennes aussi. Oui, si je peux développer un peu tes idées, je pense que parce qu'il y a une telle relation entre le numérique et le physique, on se trouve dans le besoin urgent au niveau de ville, au niveau des mairies, etc., de contrôler un peu plus le numérique. Parce que si on ne le contrôle pas, ça arrive le phénomène Airbnb, par exemple, qui a eu un impact très, très important sur la montée de prix dans les grandes villes. Donc, c'est un phénomène, c'est une plateforme qui est essentiellement numérique, mais qui impacte un marché, dans ce cas-là, le marché résidentiel, qui normalement est responsabilité de la ville, de l'ordonner, de la réguler, de veiller pour que personne ne soit mis en dehors de ce marché, parce que c'est un besoin absolument basique et fondamental de notre État. Puis, il y a d'autres cas, le secteur du taxi, qui a été fortement, et on a vu des incidents dans plusieurs villes, le secteur du taxi qui a été fortement impacté par des phénomènes comme Uber, Cabify, etc. Donc, ce sont des plateformes numériques qui ont un impact très visible au niveau physique. Donc, c'est une réflexion pour les politiciens. Il faut confronter le phénomène du numérique d'une façon osée. Ce sont des politiques, bien sûr, ce sont des actions politiques de risque parfois, parce que c'est vrai que ce sont des plateformes, des corporations
qui sont très innovateurs et ça pose un vrai défi pour les équipes du secteur public. Hein. Ils vont très vite, ils utilisent les données justement comme moteur de son innovation et de sa vitesse, mais il faut aussi être osé, je dirais, de la part de gestionnaires publics pour essayer d'utiliser un peu le même type d'armes, le données, la puissance algorithmique, tout en respectant bien sûr les droits civils et les droits qui ont une côté numérique assez important. Il y a aussi des mouvements de villes qui sont en train de se regrouper autour des droits numériques. Mais je pense que ce sont des choses que tous les politiciens doivent comprendre en premier lieu, parce que si on ne comprend pas le phénomène, on a du mal à le confronter. Et puis être osé dans ces actions politiques aussi à ce niveau-là. Et je voudrais aussi noter le rapport inverse, hein, comme le physique impacte le numérique. Moi, je ne me résiste pas à raconter une petite histoire sur les blockchains, hein, sur les bitcoins en fait. Vous savez, il y a des gens qui se gagnent la vie en produisant bitcoin, en mettant ses ordinateurs et les ordinateurs d'autres personnes pour ces travaux très coûteux de produire de bitcoin. Notamment, par exemple, il y a des gens à Kosovo et à Kazakhstan qui dédient leur vie, puisque l'économie dans ce pays ne leur donne pas un bon moyen de vie, de se gagner la vie. Bon, ils dédient leur temps à produire du Bitcoin. Alors, quand il y a un problème à Kazakhstan, que pour soutenir le gouvernement, ils essayent de couper le lien, les connexions Internet, et à Kosovo, qu'il y a un problème similaire avec l'électricité, etc. Bon, du coup, ce sont deux phénomènes ensemble qui sont physiques, qui appartiennent au monde physique, qui ont un lien direct, un impact direct sur la valeur du Bitcoin qui surplombe. Donc, c'est une histoire qui nous montre comment ça marche aussi le rapport inverse entre le numérique et le physique. Alors, j'aimerais juste introduire une réflexion que vos deux points de vue m'ont un peu inspiré. Si on peut arriver un peu au milieu de notre dialogue, on pourrait dire finalement que les plateformes digitales et le numérique ont permis aussi aux citoyens de se réapproprier l'espace public, de se rendre de nouveau acteurs de l'espace urbain. Et donc, est-ce qu'on pourrait aborder la question du rôle des sociétés civiles et des citoyens dans cet espace numérique de plus en plus présent aujourd'hui? Alors, je pense, je vais commencer. Je pense que la situation, elle est assez contrastée, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on a vu quand même, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais voilà, des collectifs se monter, agir. On a vu des collectifs autour des Fab Labs ou des makers qui imprimaient des respirateurs pour des hôpitaux. On a vu des bricoleurs. On a vu tout un tas de collectifs se mettre ensemble. En France, par exemple, le site de suivi de référence pour l'épidémie, Covid Tracker, c'est monté par un individu, un développeur, un data scientist, Guillaume Rosier, qui est entouré de toute une petite équipe de bénévoles aussi. Donc, c'est vrai qu'on a vu des choses comme ça assez intéressantes. Mais c'est vrai aussi, au même moment, que finalement, on n'a jamais autant vécu avec des règles très contraignantes. C'est-à-dire que des règles dans un certain nombre de pays en Europe, il y a eu des limitations de rassemblement. Et quand je dis limitation de rassemblement, ce n'est pas simplement de dire vous n'avez plus le droit d'être 3000 dans un stade. C'est aussi à Noël, c'était le cas au Royaume-Uni par exemple, hein, à Noël, pas cette année mais l'année d'avant, pas plus de 4 personnes autour de la table ou pas plus de 2 personnes autour de la table. Donc il y a eu aussi des liens comme ça qui se sont un peu défaits. Et moi je trouve que de ce point de vue-là,
la place des individus, elle n'a peut-être pas été assez forte, ou en tout cas, on n'a pas encore, on est revenu, alors en tout cas, ça a été très vrai en France, sur des modèles plus verticaux encore, voilà, de très, on impose des textes et c'est comme ça, et voilà, plutôt que des modèles vraiment très ouverts et participatifs. Et ça, moi, ça m'interroge, et peut-être on pourra revenir dessus en fin de conclusion, ça m'interroge aussi parce que je pense que la pandémie, elle n'est qu'une des crises qu'on va avoir à affronter, et notamment la grosse crise qui nous attend, elle, pour le coup, elle ne nous attend plus parce qu'elle est déjà là, c'est vraiment la crise climatique. Et donc, est-ce qu'on sera capable, pour une prochaine crise, de faire les choses de manière un peu plus avec la société civile et un peu moins verticalement un certain exercice du pouvoir, quoi. Bah oui, et en plus, on voit comme la société civile, en même temps, est, est très perméable aux réseaux sociaux, aux nouvelles qui, bah, on l'a vu, hein, dans le cas Djokovic, qui a été un peu l'emblème du mouvement anti-vaccine, etc. Donc c'est vrai que quand on donne la parole à la société civile, bah, la société civile s'exprime, hein, et pas forcément dans notre sens. Donc c'est vrai que tous ces sentiments anti-vaccins étaient un peu cachés quand la pandémie était frappée très forte. Mais une fois que les restrictions sanitaires se relâchent un peu, ça sort. Et je ne suis pas sûr que ce soit un sentiment vraiment anti-vaccin, mais un sentiment anti-gouvernement. Donc là, c'est une chose à réfléchir, je pense. Alors, on parlait en fait du rôle de la société civile. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, qui est l'intelligence collective, hein. Et je pense que ça, c'est très lié à la ville, parce que la ville, en fait, je la vois, il y a beaucoup de gens qui la voient aussi comme un grand réseau social, un grand réseau social dont leur node, leur petit centre sont les individus, et les individus qui se connectent par de différents moyens, le téléphone, les rencontres dans la rue, et aussi qui puissent se rassembler autour d'un processus de participation du quartier. Moi, je trouve qu'il n'est jamais tard pour rappeler que l'intelligence collective, c'est un des trucs qui a permis le ville grandir d'une façon organique, très résilient, parce que la croissance organique, au contraire de la croissance très planifiée, comme on a vu dans d'autres continents, par exemple des exemples comme Brasilia, comme des exemples de nouvelles villes dans le sud-est asiatique, etc. C'est pas trop résilient. Donc, je pense qu'il faut mettre en valeur l'intelligence collective dans l'avenir immédiat. Et avant de joindre le débat, je viens d'assister à la deuxième session des co-créations de Volveremos 2022. Donc, on a rassemblé des commerçants, on a rassemblé des associations de commerçants, on a rassemblé des citoyens dans une pluie d'idées. Donc, c'est la nuit des idées. Bon, je viens d'assister à une pluie des idées pour améliorer, pour faire Volveremos plus soutenable. Je parle de Volveremos, c'est un truc numérique, mais la semaine dernière, on faisait pareil avec la session Imagine votre parc. Donc, une session avec les voisins d'un certain quartier à Saragosse. Ils sont un parc qui devrait avoir été construit il y a 20 ans, qui n'a jamais été construit au cause de la crise économique, la crise économique qu'on a eue en 2008, et que maintenant on rassemble autour de ce projet pour qu'ils décident eux-mêmes comme ils veulent son parc. Donc, il y a des petits trucs qui commencent aussi à se développer.
Et je pense que c'est quelque chose qui va être difficilement, qui va monter de plus en plus dans plusieurs années, parce que ce qu'on a appris, c'est que les gens, on vit dans une société qui est la plus formée de l'histoire, les plus informés de l'histoire, même s'il y a le fake news. Et je pense que c'est un vrai trésor que le politicien ne peut se permettre d'oublier. Simon, souhaitez-vous aborder cette problématique plus à l'échelle européenne? Oui, en fait, je pense que l'échelle européenne, en fait, pour moi, elle est et puis ça serait un beau thème de conclusion de l'échange avec Daniel, mais je pense que l'échelle européenne, il y a plein de choses qui s'y jouent, en fait. Après, il y a bien sûr un certain nombre, j'allais dire, quand vous allez demander la question dans beaucoup de pays européens, de quoi avez-vous entendu parler autour de vos données? On va vous répondre le RGPD, hein, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est une législation européenne. Donc, l'Europe, c'est vrai aussi un espace commun sur lequel on se donne des règles un peu communes. Donc, il y en a eu sur les données à caractère personnel, il y en aura demain sur l'intelligence artificielle ou sur beaucoup d'autres choses. Il y a ça. Ça, c'est une certaine conception de l'Europe. Et après, je pense qu'il y a aussi une dimension européenne entre les villes. Alors, je sais que Daniel participe et anime ce groupe de travail au sein d'Eurocities. Eurocities, c'est par exemple, effectivement, ce forum de villes qui essayent de faire valoir aussi leur position vis-à-vis des institutions européennes. Et ça, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler, mais pas au sens où là là, tout se passe à Bruxelles, ça se décide loin de nous, mais aussi au sens où il y a sans doute des choses à partager entre métropoles européennes qui peuvent être confrontées à des défis communs. Et d'ailleurs, j'évoquais, ce sera peut-être ma conclusion pour ma part, tout à l'heure j'évoquais la question de la crise climatique. C'est frappant aussi de voir à quel point il y a l'essor de ce qu'on appelle parfois la diplomatie des villes, c'est-à-dire où finalement des villes commencent à prendre des positions même au-delà de celles que leur gouvernement peut prendre. Donc, alors quand vous habitez dans un pays avec un gouvernement fédéral, c'est quelque chose qui paraît plus ou moins naturel, mais c'est vrai que sur des pays très centralisés comme la France, c'est assez étonnant de voir ces grandes villes qui se réunissent et qui disent voilà, nous, quelle est la position sur le changement climatique, sur la question des données, sur la question des plateformes, voilà. Et donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et qui sont plutôt positives de ce point de vue. Oui, et on a vu ces dernières années, on l'a vu avec le Brexit, un sentiment ou un phénomène de perte de sentiment européen parfois dans quelques pays. Et c'est quelque chose qui occupe et préoccupe aussi les institutions européennes, parce que une Europe avec dans laquelle les gens croient moins, c'est une Europe plus débile. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et je me demande si la communauté européenne, l'Union européenne, ne puisse pas se reconstruire à partir de villes comme partenaire, hein, parce que on l'a vu dans le passé. Moi, j'étais jeune dans les années 80, 90, et je me rappelle du programme Erasmus qui est encore en place, qui était un peu, quel programme a construit plus Europe que le programme Erasmus? Il y aura aussi le programme Interrail. Hein? Enfin, l'Erasmus, c'était si l'Union européenne a trouvé des partenaires intéressants dans les universités, qui pourraient attendre ça. Dans l'Interrail aussi, ça nous a permis de connaître l'Europe, de voyager d'un pays à l'autre. Bon, le partenaire, c'était les opérateurs du train, de chemin de fer de chaque pays. Bon, complètement inattendu aussi. Bah, pourquoi pas dans les années qu'on vit, pourquoi pas les villes avec tous ces réseaux qui sont en train de se créer. Je me rappelle de la coalition de villes pour le droit numérique qui a été lancée par Amsterdam, Barcelone et New York. Voilà. Qui est supracontinental, hein. C'est pas supranational,
mais aussi supracontinentale, ou le pacte de mer pour le changement climatique en Europe. Il y a, je ne sais pas, 500 villes qui se sont mis d'accord pour avancer plus vite que le pays, hein, qui sont toujours des structures plus lourdes, avec des intérêts un peu plus difficiles à faire le consensus autour. Donc, je pense que l'Union européenne est en train de penser dans la même direction et on les voit dans le fond qu'il dit aux projets européens. On l'a vu déjà dans le grand programme Horizon 2020, qui pour la première fois a mis a mis dans le point de vue le ville avec une grande quantité de fonds et d'argent pour le ville. Et on l'a vu aussi dans le nouveau programme Horizon Europe. Et on n'est pas sûr de l'avoir dans le programme Next Generation ou le grand fonds de résilience sur Covid, où ce n'est pas encore clair le rôle de ville dans ce programme. Mais je pense que les villes sont déjà, on est de retour au temps de police grecque un peu. Hein. La diplomatie se fait par le maire et le marque aussi, l'image, c'est une question de maire. Il y a des gens qui voyagent à Barcelone et qui ne voyagent pas en Espagne. C'est Barcelone qui a la marque ou c'est Paris. On a le maire Anne Hidalgo qui est un grand leader international. Donc, je pense que ça s'est fait autour de ville une grande partie de la diplomatie maintenant. Merci Daniel, merci Simon. Donc finalement, pour conclure, on pourrait dire que les villes aujourd'hui ont tout intérêt finalement à coopérer entre elles plutôt que d'alimenter cette concurrence qui parfois se fait malgré elles puisque tout le monde a finalement les mêmes enjeux. Mais si finalement la coopération se fait, ça aboutit finalement à l'union fait la force. Donc face à des crises telles qu'une pandémie ou une crise climatique, c'est peut-être vers ça qu'on doit aller finalement, grâce au numérique. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à nos invités qui sont avec nous, voir s'ils souhaitent participer. Donc, on avait précisé dans l'introduction que si quelqu'un souhaite la parole, que la personne peut désactiver son micro et on pourra répondre, vous pourrez répondre à ces questions. Voilà.